Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour notre émission du mois de septembre et j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de vous présenter des jeunes. J'en voulais beaucoup plus mais bon, c'est difficile parce que c'est la rentrée. Et j'ai réussi à mobiliser 4 jeunes de tranches d'âge différentes qui vont essayer de nous, ou j'espère, pas essayer seulement, qui nous parleront un peu d'eux parce que il me semble qu'il y a un problème de place de notre jeunesse dans notre société qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais sur laquelle on parle beaucoup et pas forcément de manière très positive. Donc je me suis demandé comment ça résonnait dans leur petite tête, comment ils voyaient, ils entendaient ces discours et quels effets ces discours avaient sur eux. Alors voilà, il aurait fallu une grande salle avec plein de jeunes pour parler de tout ça, mais on va se contenter des 4 qui sont présents et qui vont nous faire le plaisir de nous éclairer justement sur leurs ressentis, mais aussi sur leur vécu, sur leurs passions, sur leurs loisirs, sur leurs relations avec leurs parents, les grands-parents s'ils en ont, et puis entre eux, entre pères ou entre jeunes de tranches d'âge différentes. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout, j'espère que vous tendrez une oreille attentive à ce que nous disent notre jeunesse, parce que nous disent nos jeunes, en tout cas ceux qui sont présents là sur le plateau, et que ça nous aidera peut-être à aborder la question de l'éducation, entre guillemets, des déviances, etc., à partir de tonalités un petit peu différentes. Voilà. Alors, on va se présenter. Je vais commencer par mon plus jeune invité, c'est Jorick. Voilà. Alors, tu veux te présenter aux téléspectateurs? D'accord. Je m'appelle Jorick Marceline Godésir. Je suis scolarisée au CNED. Au CNED. Au CNED. Et j'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et au CNED, tu es en quelle classe alors? En CE2? Au CM2. Au CM2, waouh! Et tu veux nous dire pourquoi tu es scolarisée au CNED? Je suis scolarisée au CNED parce que j'ai des problèmes d'allergie. Tu as des problèmes d'allergie et tu ne peux pas aller à l'école? Non. Non? Parce que sinon je vais passer je vais passer pour aller prendre quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Ah oui, il ne faut pas que tu touches à des choses, de la nourriture qui n'est pas bon pour moi. Qui peut causer ton allergie. Hein? Et tu es contente de ça? De rester à la maison? De ne pas aller à l'école avec les petits copains? Oui. Tu es contente? Tu aimes ça? Oui. Comment ça se fait? Tu es tout seul alors à la maison? Je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon papa et ma maman et puis je travaille. Mais des fois, je serai avec mon papa, pour aller près de la mer. Et puis des fois, je travaille là. Alors, je ne peux pas rester sans amis. Ah, quand tu sors avec ton papa, tu rencontres des amis. D'accord. Et c'est pas embêtant quand même de travailler toute la journée comme ça à la maison? Non, c'est pas embêtant. En plus, je travaille pas toute la journée, je travaille jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h, tu commences? De l'après-midi. Et le matin, tu commences? À 8h. À 8h, tu travailles jusqu'à 13h. C'est la nouvelle réforme, alors tu es déjà dedans, c'est formidable. Oui. Tu es formidable. Tous les jours? Oui, sauf le mercredi. Voilà, tu as vacances, tu fais ce que tu veux. Et le mercredi, tu as d'autres activités en dehors de la maison? Alors, le matin, je travaille, puis l'après-midi, je vais au ballet, je vais faire du basket, et puis voilà. Le mercredi aussi, tu travailles? Oui. Mais je croyais que tu avais un jour de repos. C'est vendredi. Ah, c'est le vendredi? Et alors? Alors, le vendredi, je regarde la télé avec mon papa. Ah. Après, on sort, on s'achète une frite. Et puis après, on va à la mer. On fait des... Tu fais pas d'allergie aux frites? Non. Ah. Mais c'est une fois dans le mois que je dois manger ça. Une fois dans le mois, d'accord. Pas beaucoup. Et puis après, on fait des plongées. Et puis après, on rentre à la maison. Et puis, on regarde la télé.
Voilà, tu as une petite vie heureuse, c'est ça? Bon, alors, Jorik, chers téléspectateurs, il a 9 ans et demi et il est en CM2. Il est scolarisé par le CNED parce qu'il fait une allergie, vous l'aurez compris. Ensuite, on t'écoute? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gina Jean-Baptiste. J'ai 19 ans et je suis en 2e année de sociologie à Paris. Donc là, je suis actuellement en vacances toujours. Et sinon, dans la vie, comme loisir, en fait, comme passion, je suis dans le milieu artistique en tant que tambouiller dans le Bel Air. Et j'ai également développé un certain nombre d'activités, comme des stages de tambour que je faisais au Vauclin, où j'ai participé dans beaucoup d'associations pour donner des coups de main. Et j'ai également aussi une association que j'ai fondée il y a 3 mois et qui est tournée notamment vers le milieu artistique, audiovisuel, donc l'image et le son, et c'est principalement avec des jeunes que je travaille pour justement leur donner le moyen aussi de parvenir à mon objectif qui est aussi le leur, se développer au maximum dans le milieu artistique et montrer aussi que les jeunes sont une force aussi. Donc c'est un peu ça. Je ne vais pas être trop long. Mais c'est pas dans ton domaine? Oui, tout à fait. Tu étudies la sociologie, c'est ce que tu as dit? Oui, je suis en 2e année de sociologie. Quelle université? Paris 8. Ok. Donc ça se passe plutôt bien et c'est aussi par rapport à un projet de travail, c'est-à-dire de recherche du moins, puisqu'en fait je compte travailler sur les musiques afro-caribéennes, mais plus largement étendre aussi au plan international et me concentrer aussi sur le Bel Air. Donc à la base je veux être musicologue. Bien, je suis sociologiste, vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais la sociologie m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire qu'elle m'aide aussi à comprendre la société. Et j'avais besoin de cette base-là justement dans mon projet de recherche, c'est-à-dire comprendre l'effet de la musique sur la société, l'intérêt aussi qu'elle a dans la vie de tous les jours. Et pour comprendre ça, il faut aussi comprendre comment la société elle fonctionne. Donc voilà. Donc tu vas faire une licence et après tu vas te diriger vers un master en musicologie. D'accord. On reviendra là-dessus. Je ne vous ai pas dit que je ne les connais pas du tout. Donc il n'y a aucune connivence entre nous, je les découvre comme vous, mais voilà, je vais essayer quand même d'être celle qui les questionne pour vous intéresser. Alors, on continue? Alors bonsoir, donc moi je m'appelle Maud Maréchal, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Et à côté de ça, j'ai pas mal d'activités dans le domaine notamment artistique, puisque j'écris, je slam, je rappe. Et je suis donc assez proche de tout ce qui est art urbain, mais aussi je touche un petit peu à tout. Et aussi dans le milieu associatif, dès qu'il y a des choses à faire justement on est totalement dans le sujet aujourd'hui, surtout à tout ce qui touche la jeunesse, donc ce qu'elle peut faire, donc avec des jeunes, pour des jeunes, et donc voilà. Tu étudies dans quoi? Alors j'étudie le tourisme. Donc c'est un BTS? Voilà, donc pour le moment je prends des cours par correspondance sur ce BTS-là, pour pouvoir en même temps justement travailler et développer toutes les activités, puisque je ne tiens pas en place en fait. Donc voilà. Tu es une hyperactive. C'est bien, tu ne t'ennuies pas, c'est ça que ça veut dire? Je ne me laisse pas le temps. D'accord, il y a beaucoup de jeunes qui s'ennuient parce qu'ils ne sont pas assez construits justement. Voilà, c'est... D'accord. Il y a des choses à faire. Souvent j'entends oui, mais il n'y a rien. Depuis l'époque du lycée où on cherche ses études à faire après, où tout le monde veut partir parce qu'il n'y a rien ici. Moi je dis premièrement il y a beaucoup. Et deuxièmement, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a à faire. Donc faisons. Mais ça veut dire aussi que quand on est bien construit, bien rempli à l'intérieur, on a une forme de créativité qui prend le relais et qui vous aide à trouver aussi des choses à faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais comme souvent
souvent, on reste dans des standards où on attend quelque chose de bien précis de nous. Il y a une phrase qui m'a marquée, il paraît que c'est Albert Einstein qui l'a dit, mais bon, de nos jours, on n'est pas trop sûr au niveau des citations, c'est que chaque personne a un talent et que par contre, si on mesure la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, il va croire qu'il est bête toute sa vie. Et c'est souvent ça, on a souvent des talents dans des domaines qui, comme ils ne sont peut-être pas exposés ou on n'est pas intéressé par cela, donc on n'en est pas vraiment conscient en fait. Et puisqu'il faut rentrer dans des cases, être bon dans ce dans quoi on nous attend, etc. Et puis chercher ou bien faire comme tout le monde, vouloir faire comme tout le monde parce que c'est ce qui est à la mode ou c'est ce qui est accepté. On a aussi une société qui est très conservatrice et peut-être qu'elle formate un peu les pensées dans le sens de ce conservatisme-là. On ne sait pas. Enfin, on va réfléchir aussi à comment améliorer notre société. C'est vous les jeunes de demain et les petits messieurs aussi de demain qui allez faire évoluer votre société. Elle vous appartient, d'accord? Elle est à vous et il faut que vous développiez ce sens de propriétaire de votre société, chez vous, en vous. Et toi alors? Alors, je m'appelle Mathieu Séraline, je suis originaire du François. J'ai actuellement 16 ans et je suis scolarisé au lycée La Jetée du François. Je commence cette année d'ailleurs demain, une terminale S. En dehors de ça, tout comme mode, je suis beaucoup engagé par rapport à la jeunesse, donc je suis dans diverses associations. J'anime depuis 2011 une émission de radio. Donc voilà, une émission qui a pour but de mettre en avant la jeunesse, les jeunes talents. Et voilà, globalement, c'est ça. 2011, tu as une émission de radio sur Radio Sud-Est, au François. Radio Sud-Est, pour les téléspectateurs, les jeunes qui veulent t'écouter, c'est bien de leur dire. Donc Radio Sud-Est, au François. Et donc c'est... comment tu l'appelles ton émission? L'émission s'appelle Laisser jeunesse parler. Laisser jeunesse parler. Donc en français, on peut traduire par laisser la jeunesse parler, s'exprimer. Et donc elle a pour objectif en fait de mettre en avant la jeunesse, de mettre en avant les jeunes talents martiniquais. Donc on reçoit aussi des artistes confirmés, on a reçu Métis et d'autres artistes. Mais l'objectif premier, c'est de mettre en avant les jeunes talents. Et d'ailleurs, comme Maud le disait, c'est pas parce qu'un tel n'est pas connu, n'a pas la célébrité de tel artiste qu'il n'a pas tout autant de talent, de valeur. Voilà. Du coup, l'émission sert à mettre tous ces jeunes en avant. D'ailleurs, beaucoup de jeunes ont fait, entre guillemets, leur première fois en radio dans l'émission Laisser jeunesse parler sur Radio Sud-Est. Aussi, donc tu vas nous raconter tout à l'heure comment, chers téléspectateurs, je me suis mise à les tutoyer tout naturellement. Alors, j'espère que ça ne vous choque pas. Du tout. D'accord. Donc, on a entendu, qu'est-ce que tu en penses, Jorik, de ce qu'on a entendu, que tu as entendu toi, des présentations? C'est bien. C'est bien, ça veut dire quoi? J'ai aimé. Tu les trouves intéressants? Tu t'ennuies pas un peu? Non. Non? T'es sûre? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont ennuyants. Non. Tu as envie de faire comme ça plus tard? Tu vas faire quoi alors? Je sais pas. Bon, je vais te laisser une demi-heure pour réfléchir et je reviens à toi, d'accord? Bon, alors, voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Donc vous avez vu que ce sont des jeunes, j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne les connais pas, mais je découvre qu'ils sont passionnants déjà et donc voilà, on a plein de questions à leur poser. Par exemple, on va commencer, donc je vous ai dit, ce qui nous intéresse c'est de savoir comment ils vivent leur présence dans une société où il me semble que voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Alors la question c'est celle-là, comment vous sentez-vous dans votre société? La question est très ouverte, mais on va fermer petit à petit, donc c'est pas la peine d'aller dans trop de détails, mais en gros, est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous avez l'impression que vous appartenez à cette société et puis qu'elle se fait du souci pour vous?
Voilà, répondez, prenez la parole. D'abord, je vais ouvrir le bal. Alors, moi, dans un premier temps, comme pour à peu près tout, on est dans une société qui est gangrénée par beaucoup de clichés. Et nous, les jeunes, on en fait beaucoup l'objet. Ce qui fait que, du coup, la place que souvent, d'une manière générale, on pense qu'on a, n'est pas forcément celle qu'on a réellement, puisque on s'arrête à ce qu'on dit, ce qu'on voit et qu'on entend. Et souvent, contrairement à comme c'est le cas aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes sans leur demander forcément leur avis. Donc on dit les jeunes sont ceci, les jeunes sont cela, les jeunes pensent comme ceci, les jeunes pensent comme cela, alors que souvent c'est pas du tout le cas. Et on se rend compte qu'au final, d'une manière générale, la société martiniquaise a souvent une opinion de sa propre jeunesse qui est loin de la réalité et qui est parfois beaucoup moins positive que ce qu'elle est réellement. Donc, moi, et ça vous fait quelque chose intérieurement quand vous entendez ce que tu appelles des clichés et que tu sais que ça ne correspond pas à la réalité? Alors oui, moi ça... Quel genre d'effet? Ça me fait de la peine, ça me gêne et puis... ça, d'un autre côté, ça me donne encore plus envie de me battre pour changer ça. Parce que, par exemple, justement, lorsqu'on est dans les rares fois où on nous laisse la parole et où ils se rendent compte qu'en fait, on est tout aussi impliqués, tout aussi intéressés que des personnes d'un tout autre âge. Je me rends compte que lorsque par exemple on me dit ah oui mais tu penses beaucoup de choses, tu parles machin, tu dis des trucs intéressants, ça les étonne en fait. Et bien que d'un côté ça me fasse un petit peu plaisir, de l'autre ça me fait un peu mal de voir que c'est considéré comme exceptionnel alors qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le soupçonne, voire même la majorité. Et dans la plupart des médias, c'est pas du tout cette image-là qu'on donne de nous et dans l'inconscient collectif, c'est pas le cas non plus. Tu parlais de la peine que cela te causait d'entendre ou de ressentir cet environnement qui est marqué par des préjugés et puis qui pose sur vous un regard très stigmatique. Ça peut aller jusqu'à de la colère parfois? Enfin, de la colère, enfin, moi personnellement j'y ai pas été confrontée directement, mais c'est vrai que c'est parfois outrageant et que je n'irai pas jusqu'à la colère, mais des fois je suis offusquée de constater dans les comportements de tout un chacun que la plupart du temps, ce que, entre guillemets, certaines personnes qui font partie de nos aînés nous reprochent, elles-mêmes le font plus que nous. Que par exemple, moi ou d'autres amis à moi qu'on va passer quelque part, on va dire bonjour, on va sourire, quelque chose comme ça, que les mêmes personnes qui disent ouais, ces jeunes-là mal élevés, etc., ce sont ces personnes-là qui vont passer près de nous et nous regarder de travers. Donc je trouve que c'est paradoxal en plus d'être il y a des attentes par rapport à vous que voilà, c'est et cette stigmatisation-là, bon, je ne pointe personne du doigt parce que je pense qu'on est dans une société dont tout un chacun a sa part de responsabilité, mais l'image qui est véhiculée, en plus d'être celle qui est vue, parce que des fois, entre ce qu'on voit de nos propres yeux et ce qu'on entend, qu'on voit dans la plupart des médias, ça fait un tout qui fait que justement, je pense qu'à force de s'entendre dire qu'on est quelque chose, inconsciemment, certaines personnes finissent par tout simplement se laisser le devenir. Et s'identifient au discours ambiant. Voilà, donc ça devient un cercle vicieux. Parce que, bon, moi je pense que tout va dans le dialogue. Il y a eu quelque part une rupture entre les générations, entre les générations précédentes où il y avait toujours un dialogue, un échange avec celles d'avant. Mais je pars du principe que grand coûtait petit, petit coûtait grand. Donc ça doit aller dans les deux sens. Dans les deux sens, d'accord. Tu veux dire quelque chose, Jean-Baptiste? Donc toi tu as 19 ans et toi tu as 21 ans, d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maud. Mais ce que je voulais essentiellement dire, c'est qu'on est aussi dans une société où on doit se battre en fait, en tant que jeune. Et on doit aussi chercher, se battre, c'est-à-dire trouver sa place en quelque sorte. C'est pas évident quand on est jeune justement de s'identifier justement, même de se faire reconnaître pour ce qu'on fait. Et moi personnellement, c'est ça que j'ai monté mon association.
C'est pour montrer aussi que les jeunes, ils ont... Elle s'appelle comment ton association? Elle s'appelle BDS Music, donc très anglais, mais bon, c'est assez pensé, puisque c'est Black Dream Sound Music. Donc je l'ai fondé avec mon meilleur ami, qui est musicien, donc pianiste, guitariste, etc. Et comme aussi je suis musicien, je fais de la musique assistée par ordinateur, photographie, donc pas mal de domaines. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette association et puis de trouver le maximum de jeunes qui partagent aussi la même passion, même des jeunes chics. Par exemple, on a même rencontré des gens dans la rue, des jeunes qui peut-être à première vue n'ont pas beaucoup de talent, mais si justement on décide de parler avec eux, d'échanger, on voit qu'ils ont un talent, soit on leur donne une feuille de papier. Il faut le cultiver. Mais je parlais de la place, de la manière. Tu disais que. Est-ce que c'est à la Martinique spécifiquement que tu as l'impression? C'est pas propre à la Martinique. C'est pas propre à la Martinique, mais tu n'as pas l'impression que c'est plus difficile à la Martinique qu'ailleurs? Non, partout. Moi, personnellement, ça fait 1 an que je vis sur Paris. Bon, c'est pas vraiment une grande durée, mais ça m'a permis quand même ce peu de temps de voir que les jeunes, ils ont, peu importe le pays, le jeune, il va toujours être placé dans une sorte de sphère. En fait, la jeunesse, elle va être toujours placée dans une sphère comme un cas social, c'est-à-dire comme un fait, c'est-à-dire que ça va toujours être un problème pour la société. Les jeunes sont un problème. Pourtant, les jeunes sont une force qui permettent justement à la société d'avancer. Et comment tu expliques ça? Les jeunes sont un problème pour la société? Ça peut venir de différentes... il y a différentes raisons. C'est-à-dire que l'adulte en lui-même, il va se voir justement comme celui qui est meilleur, celui qui a peut-être le plus grand savoir, celui justement qui est porteur. Or, comme Maud l'avait évoqué, ça va dans les deux sens. L'adulte, il peut apporter justement des choses que la jeunesse n'a pas, mais la jeunesse aussi peut apporter justement des choses que l'adulte n'a pas. Ça va dans les deux sens. Et si justement on n'apprend pas à travailler ensemble, justement, de génération à génération, je pense que ça risque pas d'avancer. Et c'est pour ça que justement la jeunesse, elle se laisse aller. Je ne vais pas parler de tous les jeunes, puisqu'il y a des jeunes justement qui sont là pour recadrer les choses et qui ont envie justement de faire la société avancer. Mais il y a des jeunes qui se laissent complètement aller. Mais c'est entraîné par quoi? Par les médias. Et les médias, ils sont entretenus par qui? Les adultes. Si justement vous divulguez une image de la jeunesse toujours négative, et qu'il y a des jeunes talents, des jeunes artistes justement qui ont besoin justement d'avancer, de faire avancer les choses. Mais ce qu'on veut comprendre aussi, c'est pourquoi ce regard, cette stigmatisation et ce que tu disais, ce sentiment qu'ont les jeunes que la société, qu'ils sont un poids pour la société, alors que tu disais en même temps que c'est l'avenir d'une société. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Quand on va entendre, je ne sais pas, sur le journal qu'un jeune il a braqué telle ou telle station, tel ou tel magasin, tout de suite, ça va créer un effet de masse. La jeunesse, elle n'est pas bonne. Vous avez vu, les jeunes, ils sont comme ça. Pourtant, c'est un jeune qui a fait quelque chose, tous les jeunes, ils ne sont pas bons. C'est en fait ce que je veux, le point sur lequel je veux mettre l'attention, c'est les médias qui créent justement l'effet de masse. Si les médias ils rapportent que la jeunesse, ils sont bien, ceux qui font de plus en plus d'ailleurs, je ne vais pas dire qu'ils ne le font pas, mais s'ils disent que la jeunesse, oui, c'est une force, franchement, ils font ci, ils font ça, etc. Vous avez vu les actions, il y a des jeunes artistes, etc. Ils vont dire là, oui, la jeunesse. Donc ils seraient un petit peu, ou les adultes les voient un peu comme des concurrents, parce qu'ils ils veulent aussi leur place et qu'il faudrait qu'éventuellement les adultes se serrent un peu et leur laissent un peu d'espace, justement. Ce que les adultes comprennent, c'est qu'ils ont déjà eu leur place et que leur place, elle sera toujours là. Mais nous aussi, on a besoin justement d'avoir notre place. Et pour qu'elle soit là, il faut justement qu'ils reconnaissent qu'on soit là aussi, qu'on est essentiel aussi. Parce que si eux, ils ont déjà avancé, si on veut nous avancer, il faut qu'ils nous donnent aussi cette force. C'est important. Tu as compris, Joël, que tout ce qui se raconte là? Un tout petit peu. Qu'est-ce que tu sens? Tu as l'impression que les jeunes sont de trop dans cette société? Non. Non? Tu as l'impression qu'ils ont leur place?
Non. Ils n'ont pas leur place. Tu vas me dire pourquoi? Parce que tu ne les vois nulle part. Oui, Tu les vois à la télé? Oui, des fois. C'est vrai? Pas tout le temps. Les jeunes de ton pays, tu les vois à la télé? C'est vrai? Ah, je suis contente pour ça. On va revenir là-dessus. Alors, vas-y Mathieu, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette problématique de la place des jeunes dans leur société? Mais au risque de répéter un peu ce que Maud et Jean-Baptiste ont dit, en fait, moi je pars de l'idée que tous les jeunes en Martinique, dans le monde entier, ont un talent quelque part. C'est juste qu'ils vont tellement prendre l'habitude de lire les médias, de lire hier un jeune a braqué telle bijouterie, tel magasin, ça. Mais ça, c'est chez nous, ça. En France, ici, les jeunes ne sont mais pas... ça se passe partout. Non, les jeunes sont visés comme ça. Les jeunes sont visés tous les jours, ils sont à la une des journaux. Peut-être pas tous les jours. Mais bon, comme on est plus entre guillemets entre nous, la Martinique, comme c'est plus petit, c'est plus centré, donc la moindre chose qui se fait aura plus d'impact. Donc c'est peut-être plus sporadique au niveau de la France. Vous connaissez des journaux en France où vous avez tous les jours des jeunes qui ont attaqué, qui sont des délinquants, qui sont... Pas tous les jours, pas autant. Une fois par mois ou bien une fois tous les 2 ils mois. sont plus axés Ce sur qu'on les pourrait dire, news c'est internationales. qu'on verra plus souvent, que ce soit ici ou en France ou même à l'échelle internationale, on verra plus souvent à la une ou dans le journal, on verra plus souvent des jeunes qui ont braqué quelque chose, qui ont tué un autre jeune, des jeunes, entre guillemets, qui font des actes mauvais, plutôt qu'un article sur un jeune qui a ouvert une entreprise, une association, qui fait quelque chose d'utile. Et ça qui est un peu dommage, parce qu'au final, on voit tellement souvent que les jeunes ne sont pas bons, que les jeunes font ci, font ça, qu'au final, au bout d'un moment, on se dit qu'on n'a plus vraiment envie de se battre. Du coup, si c'est ce qu'on pense de nous, pourquoi ne pas les laisser penser la vérité, quoi? Pourquoi se forcer? Alors que si on donne aux jeunes la chance, ils peuvent faire énormément de choses, et on le voit aujourd'hui, on le voit dans les actions qui se mettent en place par des jeunes en Martinique. Je pense aux initiatives du Conseil départemental de la jeunesse et d'organismes comme ça, qui font des actions positives. Et moi, je trouve dommage que dans les médias, on ne parle pas assez. On en parle peut-être une fois tous les 3 ans, mais on ne parle pas assez de ces jeunes qui sont actifs, et on parle plus des jeunes délinquants, alors que on connaît tous les phénomènes de mode. Oui, mais là, ce sont des constats. Moi, ce que je vous demande, c'est pourquoi ça? Pourquoi ça fonctionne dans ce sens-là et pas dans l'autre? Puisque chez les adultes, on sait bien que ils sont sans arrêt insensés. Et c'est vrai que on sait les lauriers qu'ils récoltent, ils ont des prix, ils sont valorisés, mentionnés, donnés un modèle. Et les jeunes qui sont dans la même situation le sont très rarement. Enfin, ils sont plutôt dans un prix, dans des catégories inverses, et puis des phénomènes de visibilité, ils sont rendus visibles négativement, tandis que les adultes le sont positivement. En fait, pas forcément, parce que je pense pas, après je ne suis pas expert non plus, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de jeunes qui fassent de choses mauvaises que d'adultes qui en font. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, les adultes ont une image de la jeunesse. Et c'est cette image que beaucoup de jeunes en Martinique essayent de casser, en fait, beaucoup de jeunes actifs essayent de casser, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre les jeunes sont mauvais, que le prochain jeune qu'on croise, on va se dire, il est mauvais, on ne va même pas chercher à savoir s'il n'est pas président d'une association ou quelque chose qui est utile à la société. Et de l'autre côté, les jeunes, plus ils vont voir entre guillemets, ils sont mauvais, plus ils vont le penser et plus c'est ce qu'on appelle en psychologie la réalisation de la prophétie. C'est-à-dire, à force de vous entendre dire que vous êtes mauvais, eh bien vous identifiez à ce type de personnage négatif, et vous devenez vous-même négatif pour vous-même. Et en fait, moi je pense même que c'est un petit peu, peut-être un phénomène de mode, puisque si on
Par exemple, les chaussures, si on voit une paire de chaussures que tout le monde porte, au bout d'un moment, on va se dire, ah, mais si tout le monde le porte, je vais le porter aussi. C'est la même chose dans les journaux, dans les magazines. On va tellement voir les jeunes sont délinquants, les jeunes sont ci, qu'on va le devenir. Alors que dans l'autre sens, si c'était des jeunes actifs qu'on mettait en avant, donc chaque semaine, chaque jour, chaque mois, au bout d'un moment, les jeunes qui lisent ces journaux, qui lisent ces informations-là, se seraient dit, ah mais s'il fait ça, moi aussi, il faut que je me mette dans quelque chose. Parce que, voilà. Une identification positive. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jorik? Tu n'étais pas d'accord avec ça? C'est pas que je suis pas d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ce que je voulais dire, plus que les jeunes, plus les jeunes écoutent des choses qui ne sont pas bonnes, plus ils vont devenir mauvais. Et puis, en fin de compte, à la fin, ils vont commencer à braquer, à tuer, et puis faire des autres choses qui ne sont pas bonnes. Mais les choses qu'ils entendent qui sont pas bien, qui est-ce qui les dit? Ce sont les parents, c'est la société, c'est la télé, c'est qui? Des fois la télé. Donc quand ils regardent des films mauvais, tu penses que ça peut les affecter? Des émissions? Des émissions, de la musique mauvaise. Et puis aussi des fois les parents. Puis voilà. Et qu'est-ce que c'est la musique mauvaise? Comment dire? Qu'est-ce que c'est la musique mauvaise? Oui, tu m'as dit que ça peut les influencer négativement. Oui, parce que les dessins qu'ils montrent à la télé, et puis des fois c'est un fusil qu'on montre à la télé, des fois c'est un... Dans les clips alors, tu vois les clips vidéo? D'accord. Des fois. Puis voilà. Des fois dans les films, il y a des épées. Il y a des fusils. Des armes. Des armes. Alors, quand ils vont devenir grands, ils vont prendre des fusils, des armes, et puis ils vont se mettre à tuer des gens. À imiter. Et toi, ça te ferait ça? Non. Non. Puisque j'écoute pas et je ne regarde pas des films mauvais. Violents? D'accord. Alors, Maud, tu veux dire quelque chose? On se demandait tout à l'heure pourquoi. Oui, je pense qu'il faut réfléchir sur le pourquoi. Moi, je me suis souvent posé la question, puisque bon, je ne comprenais pas, je me dis mais pourquoi donc. Et effectivement, il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est l'engrenage, d'où c'est parti, je ne sais pas, la poule ou l'œuf qui est venu en premier, je ne sais pas. Mais on est rentré dans un cycle qui fait que plus des médias vont en parler, plus les gens vont en être friands. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait que d'un côté, il faut vendre et le sensationnel fait vendre. Et lorsqu'on va dans la boutique du quartier et qu'on voit le gros titre du France-Anti, meurt tel endroit, attaque tel endroit, accident tel endroit, tout de suite les gens ils vont courir acheter. Donc ça va dans les deux sens parce que en communication, la première chose qu'on apprend c'est la presse parle de ce dont le peuple parle et le peuple parle de ce dont la presse parle. Donc autant le peuple que les médias ont une part de responsabilité dans cette espèce d'engrenage-là. Et d'une autre partie, quand il y a un jeune qui fait quelque chose de mal, on dit toujours un jeune a fait ceci, un jeune a fait cela. Quand c'est un adulte, on ne dit pas quel âge il avait, on ne dit jamais ça. Pas plus tard que tout à l'heure sur la route, on entend oui, il y a eu tant de braquages, la plupart ayant été réalisés par des jeunes ayant entre 18 et 25 ans, mais on ne nous donne pas quel pourcentage, on ne nous donne pas quel pourcentage a été fait par des plus de 35 ans, on ne nous donne pas tous ces éléments-là. Mais lorsque c'est un jeune, on dit un jeune a fait ceci, un jeune a fait cela. Et même si il y a, je reconnais, un petit élan d'effort dans la presse pour essayer de mettre aussi en avant des jeunes qui font quelque chose. En première page, ce sera toujours l'accident de voiture parce qu'il avait bu, ce sera toujours le braquage, et puis il faudra aller chercher dans la petite page tout petit entre tel pub et tel article pour voir, ah au fait, tel jeune a ouvert une entreprise, tel jeune a obtenu un diplôme, ou etc. Donc il y a
il ne faut pas ne pas parler de ce qui est négatif ou ne parler que de ce qui est positif. Il faut parler de tout. Mais c'est la proportion qui fait que on aura la même proportion dans notre tête. Quand tu entends sur 10 jeunes dont on parle dans les médias, t'en entends 9 où on entend parler à cause de braquage, de choses comme ça, et puis t'en entends un comme ça. Dans la tête du peuple, ça voudra dire qu'il y en a 1 sur 10 qui fait quelque chose de bien. Il y a des parents qui disent, j'ai entendu des adultes dire dans les émissions qu'ils ont peur des jeunes. Ah, mais Quand oui. ils sont assemblés notamment, ils en ont peur. Ça signifie que le phénomène sur lequel tu attires l'attention est un phénomène c'est une forme de stigmatisation qui est oui, tout à répétitive, mais qui a produit un effet assez inattendu. C'est que ce sont souvent les parents qui se retrouvent dans la situation de craindre leurs propres enfants, mais bien que les éléments que vous apportez sont intéressants, on n'en a pas encore de réponse au pourquoi. Et ça, c'est le travail des sociologues. Donc, c'était... Jean-Baptiste, tu vas essayer de nous donner des explications, parce que moi, je tiens à ce que, quand nous parlons de nos problématiques, que nous ne restions pas à une description en surface, que nous essayions de creuser pour comprendre le pourquoi du phénomène réellement. D'accord? Alors, tout à l'heure, tu me parlais de tous ces jeunes qui sont traités partout. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de pays où 62% de la jeunesse est au chômage. Tu en connais beaucoup? Beaucoup de pays où le chômage est élevé, mais pas où la jeunesse. Voilà. Donc ça, il faut réfléchir à ces... Il faut aussi que nous sommes un petit pays. C'est pas... Eh bien, justement, on aurait dû être beaucoup moins chômeurs que cela. Bon, tu vois, non, il ne faut pas chercher des explications dans l'épaisseur des pays, etc. Nous, on a cette vision de petits pays parce que... Non, on a cette vision-là parce que les anthropologues ou les ethnologues, etc., qui nous ont étudiés venaient de grands pays et du coup, ils nous ont projetés dans une échelle toute petite, mais si nous avions inventé notre propre regard socio, anthropo, ethno, etc., nous ne serions pas dans ces descriptions-là. Et ça fausse énormément le débat de toujours dire où on est un petit pays, où on est... Et c'est parce que ce sont les grands pays qui nous ont étudiés et qui nous ont situés par rapport à leur dimension. Mais nous, en tant que pays, en tant que pris isolément, nous sommes grands dans tout, dans ce sens où nous sommes relativement aussi grands que le territoire nous le permet, que nos esprits nous permettent de... Enfin, le territoire géographique nous limite, mais nos têtes ne sont pas limitées. Et les phénomènes que nous vivons démographiquement, numériquement, devraient être beaucoup, beaucoup plus atténués que ceux qui sont. Or, ils ont des proportions de plus que de grands pays. Ce sont 70% de chômeurs pour un pays de 600 millions d'habitants, pour un pays de pas 400 000 habitants. Voilà, c'est à ces phénomènes-là qu'il faut réfléchir. Maintenant, on a envie de parler de ce que la société vous offre. Là, vous avez parlé de son regard. Il est sévère, il est stigmatique, c'est-à-dire qu'il est systématiquement dans un rendu visible d'une jeunesse qui a l'air de gêner, qui a l'air finalement d'être un poids. Donc, ce qu'on veut comprendre, et on va revenir à Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est pourquoi la jeunesse qui est l'avenir d'un pays, pourquoi cette jeunesse-là a l'air de poser des problèmes à ses adultes ou à l'ensemble de la société. D'accord? Donc, ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, c'est qu'est-ce que la société vous offre. On laisse de côté le grand débat de comment vous vous sentez dedans. Est-ce que ça fait quand même que vous vous sentez bien, vous vous sentez mal, ou vous avez toujours cette impression qu'il y a des regards un peu violents qui se posent sur vous et qu'il faut vous protéger de ces regards-là? Parce que j'ai l'impression que les jeunes ont énormément de méfiance par rapport aux adultes. Ça, c'est mon ressenti. Énormément de méfiance. Et ils passent... Alors, il y en a, bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils saluent, qu'ils soient très corrects dans l'éducation. Mais ils ne se livrent pas. On ne sent pas qu'ils se lâchent. On ne sent pas qu'ils sont... Il y a une très grande méfiance de notre jeunesse par rapport à ces adultes. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Vous-même, vous vivez cette méfiance? Mais en fait, ça dépend de l'état d'esprit qu'on a. Parce qu'on peut se dire, bon, je suis jeune, j'ai des capacités, du coup,
voilà, on essaye de faire abstraction de tous ces regards. Mais il y a d'autres jeunes qui peuvent aussi se dire, voilà, qui peuvent, en fait, disons que ce sera toujours plus facile pour un jeune de parler à un autre jeune. Donc, que ce soit pour des problèmes ou des choses heureuses, c'est toujours facile pour un jeune de parler à un autre jeune parce que le jeune en question est dans sa tranche d'âge. Et alors que dans le sens contraire, il serait allé parler à un adulte, il aurait eu peur de la réaction de l'adulte, de ce que l'adulte aurait pu penser, puisque cette personne-là aura vécu des choses, aura déjà un préavis sur ce que le jeune va lui dire. C'est de la méfiance alors. Voilà, c'est de la méfiance. C'est une sorte d'appréhension d'aller vers l'adulte et d'être abroué en fait, ou de ne pas être compris. Je pense qu'on a peur d'être jugé. Les jeunes ont peur d'être jugés. Mais peut-être parce que vous sentez que justement on est dans le jugement tout le temps avec vous. Tout à fait. Ça laisse des séquelles en fait dans la relation. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont peur de faire des choses. Ça m'est arrivé de croiser des jeunes extrêmement talentueux, mais qui en fait, sans cesse se remettre en question, ils se disent, plus on les complimente, plus on leur dit oui, tu as des talents, tout ça, moins, plus, enfin, je ne vais pas dire plus ils savent en faire, mais plus ils se disent que, en fait, ils avaient l'impression à la base de ne pas avoir de talent, de n'être bon en rien. Ils ne croient pas, en fait, ça manque de confiance en soi. Et cette confiance ou cette estime de soi aurait dû être construite à la base. Et c'est les parents ou la société. Ça s'est construit dans le sens contraire. C'est-à-dire, même quand vous allez les aider plus tard à découvrir leur talent, eh bien, ils auront du mal à y croire. Parce qu'à la base, on n'a pas planté le germe de la confiance en soi et de l'estime de soi en eux. Donc ils doutent d'eux de manière perpétuelle ou en permanence, si vous préférez, parce qu'il y a cette base qui est un peu déficiente. Et la méfiance qu'ils sentent vers... C'est parce que dans l'éducation, les méthodes qui sont privilégiées sont aussi des méthodes de stigmatisation. Tu es couillon, tu es imbécile. Ça vient de notre passé. Et beaucoup d'enfants, on l'entend très souvent, foutu couillon, foutu ceci. Et c'est toujours le foutu. Et c'est quelque chose que l'enfant a l'habitude d'entendre. En plus, quand il est très hyperactif, quand il est très jeune. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu entends? Mon papa, à chaque fois quand je fais une bêtise, il dit « Ah mais fous tout couillon !» Bon, alors papa, on va lui dire papa, attention, tu ne lui dis plus ça. Ça va le marquer définitivement, donc tu ne lui dis plus ça. Tu as vu qu'il ressent quelque chose en entendant notre conversation, tu l'as ressenti. Tu n'aimes pas ça du tout? J'aime pas ça. Ouais. Eh bien, regarde la caméra et dis-lui, papa, j'aime pas ça du tout. Papa, j'aime pas ça du tout. Alors, faut pas recommencer. Voilà. On essaye de comprendre ce qui touche nos enfants, pourquoi ils sont blessés. Nos enfants sont blessés en permanence par nous et nous avons du mal à cultiver en eux de la confiance en soi et puis à les voir rayonner. Moi, je suis très très surprise de voir comment on passe près des écoles, dans les lieux, ils se rassemblent, on les voit éteints. On ne sent pas qu'ils rayonnent, on ne sent pas qu'ils sont dans un environnement qui les sécurise. Et cela a des ramifications dans tout ce qu'ils font. C'est bien de les entendre et c'est bien surtout de savoir ce qui les blesse pour qu'on n'ait pas à répéter, à entretenir ces blessures-là. Alors, on voulait parler de qu'est-ce que la société vous offre. Alors, on va parler un peu des loisirs. Tu veux nous dire qu'est-ce que la société t'offre? Alors, en loisirs, tu as dit on peut parler de beaucoup de choses. Hein. Après, on va parler un peu de ce que vous voyez dans les médias, etc. Et qu'est-ce que la société t'offre à toi, Jorik? Beaucoup de choses. Alors, dis-nous un petit peu. Quand tu dis société. La société, c'est tu vis dans un monde. Il y a la famille, il y a maman, papa, mais il y a aussi mamie qui est toujours qui t'entoure beaucoup. Compris. Et puis il y a tout le reste, tout ce qui est en dehors de toi. Tu vis pas dans le vide, tu vis dans quelque chose, voilà. Hein? Alors mes parents,
Et mes parents et ma mamie, ils m'offrent beaucoup d'amour. Déjà. Et te quoi? Ils m'offrent beaucoup d'amour. Ils te donnent beaucoup d'amour, c'est bien, oui. Tu sens qu'ils t'aiment? Oui. Comment tu sens ça? Des fois, ils me disent des petits mots doux. Ah oui, c'est important. Ah oui, les parents, dites des petits mots doux. Au lieu de toujours dire foutu couillon, dites-leur je t'aime. Oh, si vous ne savez pas dire ça, on n'est pas obligé de savoir dire je t'aime. Hein. On peut dire autre chose. Hein? Des petits mots doux. Des fois, ma maman me chante des petites chansons quand je suis pour m'endormir. Puis voilà. Et puis des fois, elle me dit je t'aime. C'est important que les parents disent ça? Oui. Ouais. Et papa, il dit ça aussi? Papa dit c'est bien mon fils. Il dit ça. Il dit c'est bien mon fils. D'accord. Il dit pas que foutu couillon. Il dit pas que ça. Non, il ne dit pas Alors, que ça. on va lui pardonner un petit peu. Hein? mais on va lui dire de ne pas le dire. D'accord? Donc, la société dans laquelle tu vis t'offre quoi, tu m'as dit? Alors, tes parents t'offrent beaucoup d'amour, tu en es conscient et tu es content de ça. Et puis, la société elle-même? La société elle-même. En dehors de tes parents, tu as l'impression que la société pense à toi, elle fait des choses pour toi? Pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Bon, on va essayer de voir dans les détails. Alors, qu'est-ce que la société vous offre? Alors, j'ai parlé des loisirs, mais on peut aussi mettre là-dedans votre place dans les médias. Est-ce que vous avez l'impression de vous voir reflété dans les médias, quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la radio, quand vous lisez les journaux, à part les gros titres sur les braqueurs, est-ce que vous voyez des jeunes représentés? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Joël? Des fois, comme moi, je regarde la télé avec mon papa, on dirait que je suis dans la télé. Tu es dedans? Qu'est-ce que tu vois? Alors, on dirait que quand je suis, des fois, comme je rêve devant la télé, alors on dirait que je suis dans la télé et que je fais à la place des acteurs. C'est moi qui C'est toi le qui fais. joues. Ah, tu te projettes dans les personnages. Ah oui, et les personnages te ressemblent? Un petit peu. Un tout petit peu? D'accord. Alors, est-ce que vous vous voyez projeté, représenté dans les médias, par exemple? Moi, je dirais, je rebondirai en fait sur ce que Jorika a dit. La télé, en fait, elle nous offre de l'imagination. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce ne sont pas des trucs d'ici ni de France, c'est plutôt des États-Unis. Mais, alors je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est tous les jeunes. Je pense que ça concerne tous les jeunes. Mais en fait, la télé, elle nous offre de l'imagination. C'est-à-dire qu'on voit des films, on se dit, ah tiens, l'acteur, en fait, le personnage fait ça, fait ci. Donc, au bout d'un moment, on se dit, moi aussi, je suis peut-être capable de le faire et je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Donc, ce sont des modèles un peu, des personnages. Voilà, peut-être pas des modèles, mais je ne saurais pas quel mot utiliser à la place, mais des figures qui vous inspirent. Pour qu'on s'y identifie, c'est-à-dire que chaque personnage, surtout dans les séries qui sont assez tournées vers les jeunes, aura un ensemble de clichés entre guillemets qui seront injectés à petite dose dans chaque personnage au niveau de la personnalité, des traits de caractère que tout un chacun peut avoir, de manière à ce que dans chaque série il peut ici avoir un personnage auquel on va s'identifier, on va se sentir proche de lui parce que il a une histoire similaire, parce qu'il a un trait de caractère, parce qu'il fait quelque chose qu'on aime, et je pense que c'est étudié pour et c'est fait exprès, puisque plus on s'identifie à un personnage, plus on va accrocher. Après, si on a notre place dans les médias, je dirais peu, et j'irais même jusqu'à dire pas assez. Enfin, je parle de la jeunesse martiniquaise. La jeunesse martiniquaise. Parce que d'autres jeunesses c'est clair que voilà. Mais télé. la jeunesse martiniquaise, pas assez. Pas assez. C'est-à-dire qu'on est assommé à coups ailleurs, et nous, on ne se retrouve quasiment nulle part. Ces feuilletons brésiliens, ces feuilletons indiens, ces telenovelas, où
à l'américaine, puisque le monde tourne à l'américaine maintenant, mais on va avoir une fois tous les 10 ans une série ou un film qui va venir de nous, qui est fait par nous et pour nous, avec des acteurs qui viennent de notre propre société. Ils essayent d'évoluer, d'aller vers ça, de créer des séries, par exemple, avec des Antillais, mais c'est rare. Il y a la question des films, mais dans les informations, par exemple, j'ai observé que lors des journaux en prime time, ou bien dans les journaux de manière plus générale, il est très rare qu'on interviewe les enfants de la Martinique. C'est très souvent des petits Français ou des petits enfants blancs. C'est très rare que les petits enfants noirs ou de couleur, si on veut, se voient projetés. On n'entend pas leur voix, on ne sait pas comment ils pensent et on se demande pourquoi c'est comme ça, parce que les petits enfants blancs sont une proportion très, très mince de la population et ils sont surreprésentés dans la télé. C'est vrai aussi pour les adultes et on ne comprend pas pourquoi les enfants d'autres couleurs. C'est un petit peu vrai dans la publicité, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu d'enfants comme vous, beaucoup dans la publicité. Vous voyez en publicité? C'est très rare. C'est très rare. C'est vraiment très rare. Sur les panneaux, on voit aussi. Même sur les panneaux publicitaires. Oui, vous voyez. Voilà, c'est pas évident. Et à votre avis, c'est dû à quoi ça? C'est les modèles de marché, en fait, c'est fait comme ça. C'est ce qui fait de base. Même quand c'est des Martiniquais, ça va être souvent la chabine, la métis, le métis. Donc c'est vrai que, ethniquement parlant, tout le monde n'est pas représenté parce qu'il y a des standards dans l'inconscient collectif. On a encore des séquelles qui font que on pense que ça rend plus, ça rend mieux, c'est plus joli, c'est plus ceci, c'est plus cela. Après, c'est vrai qu'il y a un chemin qui est en train de se faire. On n'est plus au même stade qu'il y a quelques années. On commence à avoir d'autres styles, on va dire. Mais il y a des choses où on il y a d'autres couleurs qui revendiquent leur place. Voilà, on va avoir un peu plus d'afro, un peu plus de loxé, un peu plus de plus foncé, des choses comme ça. Petit à petit, c'est un cheminement identitaire qui se fait, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui se voyait peu et on n'avait pas tous notre place, on n'était pas tous représentés. Ça vous choque ou ça crée quelque chose en vous, le sentiment que vous n'existez pas? Comment vous réagissez par rapport à ça? Comment ça? C'est-à-dire le fait que quand vous regardez la publicité ou quand vous écoutez les infos, vous n'êtes jamais vraiment représenté ou vous n'êtes jamais interviewé, on n'entend pas vos voix, enfin je ne sais pas. Mais en fait, on a deux choix. Oui. On a deux choix. Et c'est toujours comme ça, on pourra même le représenter. Donc là, on parle de la télé, des médias, mais on pourra le représenter, par exemple, dans une salle de classe banale. Les élèves qui sont au milieu de la classe, donc qui ne sont ni excellents, ni turbulents, qui sont moyens ou même insuffisants. Donc on est moyen. Dans vos têtes, vous vous dites que vous êtes... Mais en fait, le truc, c'est que ces jeunes-là, ils sont un peu perdus dans la société, puisque donc je retourne à mon exemple de l'école. L'enseignant va se souvenir des élèves excellents qui ont les meilleures moyennes, qui réfléchissent le mieux et tout. Les élèves turbulents, comme les profs vont parler beaucoup, ils vont les reprendre, donc forcément ils vont retenir leur nom aussi vite que les meilleurs. Et au final, les élèves qui ne sont pas excellents, mais qui ne sont pas turbulents non plus, enfin qui travaillent, qui ne sont pas aussi forts que les plus forts, mais qui travaillent quand même, et qui n'en font pas de bêtises, ne font pas ci, ne font pas ça. Mais en fait, ils se retrouvent perdus puisqu'on leur porte pas d'attention. Ils sont transparents. Voilà, ils sont transparents. Et du coup, là, on a deux choix à ce moment-là. Quand on est à cette place-là, c'est soit on se dit, je vais me battre et je vais arriver, voilà, je vais me battre, je vais me faire voir. Je vais travailler, je vais faire ci pour exister, pour être visible. Donc, je vais me battre. Soit je vais... Eh bien, à quoi on se battre, autant se laisser aller. Plus ça va, plus je coule, plus je disparais. Et au final,
beaucoup plus de jeunes vont faire ce choix-là, donc ils vont arrêter de se battre pour rester, ceux qui sont moyens et tout, ils vont finir par devenir peut-être les jeunes qui vont commencer à faire 2-3 bêtises parce qu'ils auront commencé là. Et tout ça pour je ne vais pas dire pour se faire voir, mais pour exister. Pour exister, tout à fait. Tout à fait. C'est une réaction. Voilà. Soit disparaître, voilà. Se laisser couler, se laisser couler. C'est l'un ou l'autre des bouts qui est vu. Et malheureusement, on prend la plupart du temps le choix de la facilité. Le choix de la facilité, c'est plus facile de se laisser tomber. Je ne crois pas que ce soit forcément. Je crois que donc dans les familles, les enfants qui viennent de ces milieux-là, enfin qui adoptent ces comportements sont des enfants dont les parents n'ont pas stimulé la positivité. Donc, si dans l'école, ils se retrouvent dans cette position d'être un petit peu largués, eh bien, ils seront définitivement largués et l'échec scolaire va suivre très vite. Parce que c'est une construction, la confiance et l'estime de soi, c'est une construction. Et si vous avez des parents qui sont convaincus de vous, eh bien, premièrement, il y aura des échanges avec eux. Vous pourrez leur dire papa, maman, la maîtresse ne me regarde pas, elle ne me voit pas, je suis transparent, je ne comprends pas ça. Elle regarde toujours ceux qui sont devant, ils ont toujours ci, ça. Et il y a des possibilités d'agir si l'enfant vient partager avec un parent en qui il a confiance ce sentiment qu'on construit son invisibilité, qu'on le fait disparaître et qu'il n'est pas prêt à l'accepter. Maintenant, beaucoup d'enfants, et cela tient aussi à la relation qui est entretenue dans la famille. Beaucoup d'enfants vont se laisser couler et on voit le taux d'échec scolaire augmenter parce qu'un enfant qui n'est pas regardé, mais en psychologie sociale, on a beaucoup fait ces expériences-là, il y a des nourrissons qui se laissent mourir quand le parent, la mère, ne les regarde pas. Ce sont des expériences qui sont tellement puissantes, qui montrent à quel point le regard est important et le sentiment d'amour, d'être aimé. Et quand on voit Jorik, c'est un enfant très épanoui parce qu'il est aimé et il le sait. Il peut le dire, il peut dire, on me dit je t'aime. Ça veut dire que c'est un enfant, quelles que soient les catastrophes qu'il vivra, c'est un enfant qui saura rebondir. Et un enfant qui n'a pas ça derrière, cette souche épaisse, costaude, qui a construit sa confiance en soi, c'est un enfant qui va se laisser couler à au premier sentiment d'échec qu'il aura. D'ailleurs, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur la méfiance et le manque de confiance qu'il y a entre nous les jeunes et les moins jeunes, il y a aussi un problème de communication qui est catastrophique parce que il y a eu, je ne sais pas quand ni comment, une coupure, comme je disais tout à l'heure, qui fait que on ne parle pas le même langage et si aucun des deux ne fit l'effort d'aller vers l'autre, parce que de tout temps, les jeunes ont Ça serait quelle génération Ça serait quelle génération les 20 ans et les 15 ans, par exemple? Je ne saurais dire, parce que maintenant, il y a des fossés énormes qui se creusent, même à quelques années de différence. Alors, de tout temps, même nos parents, quand ils avaient notre âge, ce qu'ils écoutaient ou ce qu'ils regardaient, c'était déjà révolutionnaire pour les générations de leurs aînés. Mais il y avait quand même ce dialogue. C'est-à-dire que même au niveau, par exemple, artistique, culturel, musical, à l'époque de nos parents, quand nos parents avaient notre âge et que c'était le ragamuffin qui commençait à être à la mode, nos grands-parents disaient, qui eux écoutaient leur zouk, leur belay, disaient c'est une musique boudoum boudoum. Et maintenant, ces mêmes parents qui ont connu l'époque du ragamuffin nous avec notre dancehall, avec notre rap, avec notre machin, que c'est nous qui avons la musique boudoum boudoum. Donc ça, de tout temps, ça existait. Par contre, il y a un dialogue. Et comme je disais, grand côté petit, petit côté grand, chacun peut apprendre de l'autre. Est-ce que vos parents, écoutent ce que vous écoutez? Personnellement, je fais l'effort en fait. C'est-à-dire que je vais écouter, si je fais pas le pas, ils vont pas le faire. Mais par exemple, je vais écouter ces morceaux de machin
Et puis, je vais lui dire, écoute ça, mais ne t'arrête pas à l'instrumental qui a beaucoup de basses, machin, écoute le texte. Écoute le texte. Parce que souvent, on entend, ouais, le rap, machin, c'est sauvage, c'est physique, machin. Mais ça, c'est peut-être même pas 50% de ce... C'est même pas la moitié. Et puis, la plupart des textes, ce sont des textes revendicatifs, ce sont des textes qui parent justement de faire quelque chose, etc. Des malaises qu'il y a. Tout à l'heure, Jean-Baptiste nous expliquait que le malaise de la jeunesse, il y a ça autant en France hexagonale qu'ici, et ça date pas d'aujourd'hui. Il y a quelques années, des rappeurs français que j'écoutais qui font des chansons du style Jeunesse France par exemple, où ils t'expliquent, dis-leur qu'on n'est pas le problème mais la solution. Donc ça c'est plutôt les enfants des banlieues, ça. Voilà, banlieue ou pas banlieue, j'ai envie de dire. Parce non, c'est important parce qu'il y a un problème de classe. Il y a un problème de classe aussi. Les enfants des classes favorisées en France, vous ne les entendez pas chanter ça. C'est pas la même chose, c'est clair. Ici aussi, probablement. C'est clair, c'est pas la même chose. Mais ici, c'est pareil. Le fils qui sait que quoi qu'il fasse, il aura des parents qui vont lui donner le piston, bien qu'il ait une entreprise à récupérer plus tard, qui sait qu'il n'aura pas de souci à se faire, n'aura pas la même problématique que n'importe quel enfant lambda qui doit se battre et puis qui rentre dans cette... On parlait tout à l'heure du chômage. Nous, on a du mal à trouver notre place. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jeune, qu'on veut travailler, on nous dit qu'il faut les diplômes. Quand on a les diplômes, on nous dit qu'il faut l'expérience. Mais l'expérience, si vous ne nous donnez pas le travail, on ne peut pas l'avoir. C'est une espèce d'engrenage. Encore un autre cercle vicieux à ajouter à la liste. À force, on fait des colliers avec. Et c'est exactement ça. On est dans un... Et comme il disait, la place qu'on ne nous laisse pas, il y a des choses où plein de jeunes sont très doués et ont des compétences et des aptitudes, qui font certaines choses qu'ils maîtrisent peut-être mieux que leurs aînés qui sont déjà là, mais que comme eux, ils sont déjà là, et que même s'ils sont plus au fait ou qui sont peut-être pas capables de faire les mêmes choses parce que ça va vite, tout avance très vite, ils vont pas forcément... Non, pas, des fois, ils ont plus de compétences que ceux-là, mais ceux-là ne vont pas pouvoir laisser leur place. Et nous, on va être obligés de jouer des coudes et le peu qui va y arriver aura beaucoup trimé. Donc, il y a un début d'explication là, ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi cette stigmatisation forte? Parce qu'on est peut-être dans une société où il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Et ceux qui sont en place ne même laissent souvent pas. Brad Loclet, donc comme ils étaient déjà là, voilà. Ils sont là, mais il y a des questions d'âge. Enfin, il y a une question de passer le relais et peut-être. Et puis de confiance. La confiance, c'est dans les deux sens. On se méfie de ceux qui se méfient de nous, parce que nous, pourquoi on leur fait pas confiance? Vous prendriez une place qu'ils veulent occuper encore. C'est ça. Ça peut être dérangeant. Mais on va pas s'éparpiller. On reste bien sur. Donc, qu'est-ce que la société vous offre? On a vu que sur le plan de votre représentation dans les médias, c'est très, ça laisse beaucoup à désirer. Vous ne pouvez pas dire, je me projette dans un visage que je verrai sur un panneau, etc. Chez nos enfants d'ici, toi tu te vois sur les panneaux? Tu peux te projeter chez des enfants sur des panneaux publicitaires? Très rarement. Très rarement, je crois aussi. On avait déjà poussé des gueulantes par rapport à ça, parce qu'en France, quand vous regardez les publicités, justement parce que les gens se sont battus, mais chez nous, on ne se bat pas. Il faut croire que ça convient à notre société. En France, eh bien, les brunes se sont battues pour que les blondes ne soient pas toujours les seules représentées. Et aujourd'hui, vous avez de manière assez systématique des publicités qui vous présentent les trois couleurs. Chez les Français, ce sont les couleurs de cheveux, les blondes, les roux, enfin les blonds, les roux et les bruns. Donc vous les voyez associés de manière assez systématique. Et chez nous, non, il y a une grosse partie de la population qui est majoritaire et qui est exclue de cette représentation. Donc il faut se battre et lutter et dire à la société qu'elle doit penser, puisqu'elle se dit plurale, et multi-ceci, multi-cela. Et des beaux choses. Donc, il faut que tout le monde se retrouve dans les représentations. Donc, dans les journaux, on a vu un peu. Ça existe des journaux pour jeunes, comme par exemple Phosphore ou des journaux qu'on trouve en France, beaucoup pour les jeunes. Et puis, il y en a d'autres, je ne sais plus. Non, ça existe. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Je voulais te dire Oui, excuse-moi. que il faut que les adultes ne pensent pas que de mal, mais
aussi de bien De qui? des jeunes. Des jeunes, oui. Il faut penser plus de bien pour les jeunes que de mal. Parce que si on pense plus de mal pour les jeunes vont continuer à devenir mal, Mauvais, oui. mauvais. Mais si les adultes parlent du bien des jeunes, les jeunes vont peut-être essayer de se rattraper. Quand ils sont pas bons. Mais s'ils sont déjà bons, ils c'est seront pas la bons, peine. ils sont encore meilleurs. Hein? Oui. S'ils sont... Oui, tu as raison. Je voulais revenir Oui. sur un point Oui. par rapport à ce qu'il disait d'ailleurs. En fait, il n'y a pas que les adultes. Il y a aussi, parce que ça va dans les deux sens. Les jeunes aussi, ils ont aussi, Anti-vieux. ils ont leur part de responsabilité dans ce problème. Parce que nous, jeunes, si justement on a cette vision que ouais, on doit se laisser aller, que ouais, oui, les jeunes, c'est... Mais si on doit profiter, alcool, on doit aller en soirée, etc. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des jeunes qui se laissent vraiment aller dedans. Il ne faut pas dire que... En fait, les adultes ont leur responsabilité, mais aussi les jeunes, ils ont aussi leur part. Moi, je me rappelle des années où j'étais au lycée. On était dans une classe où l'effectif est normal, 20, 30 personnes, etc. Quand vous voyez, je discutais souvent avec des professeurs, quand ils me disent que eux, ils se battent justement pour que la majorité justement des élèves réussissent. Et quand vous voyez qu'il y a des jeunes à 7 heures, il a un Jack Daniel ou bien une bouteille de rhum ou bien quoi que ce soit, et alors que les parents, justement, ils ont les moyens. Il y a des parents qui ont les moyens, justement, d'envoyer... puisque quand tu as ta grosse paire d'Air Max, ou bien tu vois, tu as des beaux fringues, tu es swag, etc., pour ça, il y a l'uniforme. Je crois aussi tu donnes aussi les moyens de réussir. Et on est dans une société, justement, où l'apparence compte. C'est important. On n'a pas beaucoup dans la tête, mais on veut justement être joli aux yeux de tout le monde, etc. Et on se fiche vraiment dans ça. Et la jeunesse, je ne dis pas que la jeunesse, il y a les adultes aussi, mais la jeunesse se fixe dans ça. On a les capacités, mais on pense qu'on n'a pas les capacités. Donc, pour combler le vide, on s'habille bien, on se fait voir bien aux yeux des autres, etc. Auprès des amis qui a la plus belle paire de tennis ou bien le plus beau swag. Ça dépend de ce qu'ils ont entendu. Donc je vais faire une objection à ton analyse, mais je vais d'abord écouter Jory. Vous prenez la parole aussi si vous voulez. Dis-nous, Jory. C'était pour... C'est Jean-Baptiste qui vient de s'exprimer. C'était pour dire la même chose que Jean-Baptiste. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la peine de se faire beau, puisque tu es déjà beau. Alors c'est pas la peine de te remettre beau, puisque tu es déjà beau. Donc on est beau naturellement, hein. On n'a pas besoin de s'embêter pour ça. Ben voilà, on est beau, peut-être que ceux-là, dont parle Jean-Baptiste, ne se sentent pas beaux. Peut-être qu'ils ne sont pas construits pour se sentir beaux. Parce que toi, tu te sens beau parce que tu es construit pour ça. Tu as des parents qui te disent et tu sens que tu es beau. C'est ça qui est important. La beauté, l'idée de la beauté, c'est une construction, tu sais. Et puis, comme il disait, c'est souvent une sorte de compensation. Ça va dans tous les vices possibles. Lorsqu'on a un vide, un manque ou quelque chose comme ça, qu'on ne se sent pas à sa place, on essaie, comme disait Mathieu, de se créer une place en se faisant remarquer d'une façon ou d'une autre. Il y a certains, ça va être en montrant qu'ils ont, en montrant qu'ils sortent, en montrant qu'ils se mettent d'une certaine façon. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés qu'on retrouve ce phénomène de la compensation dans la culture de l'image, etc. Dans toutes les sociétés, chez certaines catégories de personnes qui sont en fait peut-être en manque d'image. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un cercle vicieux perpétuel, puisque les jeunes vont d'abord essayer de chercher à exister auprès de l'adulte. Donc, à avoir de bonnes notes, à avoir assis. Si l'adulte ne lui porte pas d'attention, alors c'est là qu'on arrive à la partie où il va acheter la plus belle paire de chaussures pour pouvoir exister aux yeux des autres jeunes, puisque tu arrives, tu es le plus populaire du lycée, du collège, de l'école. Forcément, tu te fais remarquer et les gens te portent de l'attention. Et c'est dommage que
à un certain moment, on s'inquiète plus de l'attention que les jeunes, enfin, que l'autre va penser de nous. Que l'attention que l'autre va nous porter, puisque on va attirer son regard parce qu'on a de beaux vêtements et on ne va pas se soucier de sa construction intérieure. En fait, on pense plus à paraître qu'à être. Oui, mais les jeunes, ça ne tombe pas du ciel, hein, un jeune. Et ça ne naît pas avec l'idée qu'il faut paraître. Hein. C'est clair. Donc, la question que je veux poser à Jean-Baptiste, c'est celle-là. Parce que tu es un futur sociologue. Donc, il faut poser... Ah oui, au moins ça. Enfin, en tout cas, tu vas associer la sociologie à ta formation. On ne pose pas les questions dans tous les sens. On ne peut pas dire les jeunes sont responsables, etc. Les jeunes descendent de leurs parents. Les jeunes sont construits par leurs parents. C'est vrai, les parents diront « oui, je les ai éduqués, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ils m'ont échappé ». D'accord. Ils ont échappé aux parents parce que le groupe de pères, c'est-à-dire ceux qui ont le même âge, ceux qui vont rencontrer en dehors de la maison, va jouer un rôle dans leur vie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, pendant un temps, l'enfant peut échapper à son parent, quelle que soit l'éducation qu'il a reçue. Mais plus cette éducation est solide, construite, plus la base est en béton armé, moins l'enfant va marquer de distance et de dérive par rapport à l'éducation reçue. Donc les enfants qui partent dans des dérives, ce sont des enfants dont la base n'a pas été assez scellée. Et c'est en cela qu'on retrouve la responsabilité des parents. Alors il ne s'agit pas de dire que les parents sont responsables, ceci, cela. Il ne s'agit pas non plus de laisser dire que ce sont les autres qui nous ont enlevé nos enfants. Les pères, les copains, les copines, ils ne sont pas en lien avec mon enfant et puis je n'ai plus rien pu faire. Si ça m'est arrivé en tant que parent, c'est que j'ai raté quelque chose. Et ce quelque chose-là, je dois pouvoir le connaître. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de parents font des enfants, mais ils n'ont pas appris à connaître les stades du développement d'un enfant, et à savoir qu'à des moments donnés, l'enfant aura plus besoin des pères, c'est-à-dire des copains, des copines, que d'eux, sans jamais cesser d'avoir besoin des parents. Mais les parents ont l'impression que puisque l'enfant marque en apparence une préférence pour les copains, qu'ils sont rejetés, puis ils disent à la limite, je ferme ma porte, puisque au grand prend caillou, fait ceci, fait cela, et c'est jeter les enfants dans un désarroi. Parce que, des avoirs qui ne peuvent pas... Parce que ce qu'on sait, ce que l'expérience montre, c'est que passer ce stade, ce moment de leur développement, c'est en général l'adolescence ou jusqu'à l'âge de jeune adulte, passer ce moment, les jeunes reviennent, ils reviennent à la maison, ils reviennent à leurs parents et ils continuent l'éducation, les projets qu'avaient les parents pour eux. Donc, c'est un temps, mais ça demande qu'on sache tout cela. C'est pour ça que j'ai proposé souvent qu'on fasse une école des parents, qu'on leur apprenne le stade de développement de l'enfant et surtout que les parents ne continuent pas à dire « mon enfant m'a échappé ». Si mon enfant m'a échappé, c'est que je n'ai pas su le garder. Et ça ne culpabilise pas au-delà du nécessaire. Ça dit juste « j'ai pas su faire ». J'ai pas su faire parce qu'on m'a pas appris. Donc la société doit se sentir responsable de cet apprentissage par des parents et voilà, on sera non pas dans de la culpabilisation, la culpabilité réciproque, etc., mais dans quelque chose de conscient. Je suis conscient de mes ratés, je sais pourquoi ça n'a pas marché et je sais pourquoi mon enfant m'a échappé. Et si on a tellement d'enfants qui échappent à leurs parents chez nous, puisque nous parlons de chez nous, c'est qu'il y a un problème dans l'éducation, mais pas dans le sens où on veut signifier que les parents n'ont pas joué leur rôle, dans ce sens où très souvent ils ignorent, je le sais pour faire de la formation aussi, ils ignorent comment un enfant se développe. Ils ignorent qu'à l'adolescence, l'enfant aura des besoins qui sont si puissants qu'il va se battre contre ses parents pour pouvoir les réaliser. Et ça, ce n'est qu'un stade. Passé ce stade, l'enfant revient à ses parents. Donc la construction, elle est nécessaire et il faut savoir la maîtriser et mener l'enfant, même lorsque c'est difficile, garder son enfant, garder le cap, être patient, inspirer la confiance, demander qu'il se confie s'il a envie ou qu'elle se confie. Ça, c'est important.
Tu parlais du dialogue, moi. Oui, et il y a aussi le fait où justement on parle de différence d'éducation. Il y a une époque où dans la société martiniquaise, l'éducation d'un enfant, tout son entourage y participait. La voisine te voyait faire une bêtise, la voisine te donnait de voler s'il le fallait. La tati, le tonton, le papa, la cousine, le machin. Ces personnes-là avaient une autorité sur toi. Quel que soit l'adulte que tu rencontrais, tu savais qu'il fallait le respecter parce que cette personne-là pouvait, si elle-même n'en avait pas la possibilité, allait de toutes les façons dire à ta maman. Et ta maman allait te c'était une prise en charge collective. Une prise en charge collective. Tradition africaine de chez et nous. aujourd'hui, on se dirige vers plus un modèle qui est plus occidental. Et voilà. on se retrouve avec des parents qui ne veulent pas qu'on vienne leur parler de leur enfant parce que c'est moi, c'est moi qui Wikipédie. Et tu as des enfants aussi qui, dans les écoles, quand même, ne serait-ce que même dans les écoles, dans la rue, un tonton, bien même un professeur ou bien un agent de vie scolaire, puisque j'ai travaillé un moment dans un collège, quand tu vas faire une remarque, aussi anodine soit-elle à un enfant concernant le respect ou la manière de se tenir, ou bien que l'enfant va être un peu turbulent, même si l'enfant est prêt à se battre et que tu te contentes de le tenir, l'enfant va te dire « Ma maman qui est ma maman ne me parle pas comme ça, ma maman qui est ma maman ne me tape pas, ne me touche pas, ne me parle pas. » Et ça, c'est le modèle individualiste. Et les enfants sont le reflet de ce que leurs parents sont. Qu'ils entendent l'ambiance qui règne à la maison et en général dans la société. Parce que pourquoi on parle autant des jeunes? Les jeunes sont le miroir de tout ce qui va bien ou mal dans la société. Lorsque on se retrouve avec un climat de violence, c'est pourquoi? C'est parce que la société va mal. Et lorsque on nous dit que oui, il y a la des famille, enfants, le noyau familial. Lorsque justement on se retrouve avec des enfants qui sont dans la culture de l'image, qui sont par exemple, on a beaucoup d'enfants qui on dit que oui, les enfants, les jeunes sont pas axés vers la culture, que leur référence c'est la télé-réalité, les feuilletons. Pourquoi? La télé, c'est qui l'a mise dans la maison? Quand l'enfant rentre de l'école et que c'est devant un feuilleton de sa maman, et c'est pour ça qu'il regarde. Mais c'est pour ça que je dis à Jean-Baptiste, on va pas, dans l'analyse qu'on fait, on doit rester dans des logiques. On ne peut pas accuser les enfants comme on accuserait des adultes. Exactement. Ça n'est pas logique parce que ce sont les parents qui sont les maîtres-pièces. Oui, je suis Mais ça ne signifie pas que l'enfant n'est pas, une fois versé dans ce qu'on va considérer comme du vice, qu'il ne va pas aimer ça parce qu'il va y prendre goût, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je ne veux pas justement mettre les mêmes responsabilités sur les deux, mais dire que les deux partent au leur même... En fait, aussi chacun a sa part de responsabilité. Mais les responsabilités, c'est ça, elles ne sont pas à mettre sur le même plan, c'est bien ça. C'est pas, je ne les mettrai pas sur le même plan. Les adultes aussi, ils ont une grosse responsabilité puisque c'est eux qui sont à la base justement de ce... La construction de l'enfant, c'est l'adulte qui l'a fait. C'est pas l'enfant... il se peut qu'il ait un tempérament aidant qui va aider la famille, mais même quand l'enfant a un tempérament difficile, il faut trouver la solution. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Il y a beaucoup de parents qui n'y arrivent pas et qui lâchent prise. Et c'est ça qui est embêtant. Tu voulais dire, Jorik, quelque chose? Non? J'ai pensé. Je voulais entendre vos... Est-ce qu'il existe à la Martinique une musique pour les jeunes? Qu'est-ce que tu as écouté, toi? Tu avais de la musique du pays quand tu as écouté... Tu as dit que ta maman te chante des berceuses. Qu'est-ce que c'est? Une berceuse française ou bien créole? Créole. Créole, c'est quoi? Tu veux la chanter pour nous? D'accord. Le titre, c'est Maman Doudou. Maman Doudou, vas-y. Maman Doudou, me piqué. Je connais pas très bien. Maman piqué, continue. Oublié, Maman Doudou. C'est maman qui doit la chanter. Oui. Mais si elle te la chante régulièrement, il faut que tu la... Parce qu'après, tu en auras besoin pour la chanter à ton enfant aussi, à tes enfants. D'accord? Alors, tu parles le créole à la maison? Oui. Oui, tu aimes ça? Oui. Et vous parlez le créole? Vous êtes gêné?
Vous avez des problèmes hein? Non, t'as pas de problème? Alors, le créole fait partie de notre culture, mais on se rend compte que même par nous-mêmes, des fois, comme beaucoup de choses qui viennent de nous et qui sont rejetées par nous-mêmes, je vais dire exactement la même phrase en français qu'en français. En créole, certaines grandes personnes vont trouver ça irrespectueux ou vont dire que le créole, ça fait vulgaire dans la bouche d'une jeune fille, ou ce genre de choses. J'y ai eu droit. Donc tu l'entends encore, ça? J'y ai eu droit. En 2014, ça existe des gens qui disent que le créole, c'est mal élevé. Alors peut-être que le créole sort plus facilement quand on est des fois énervé, donc les gens l'associent à une certaine agressivité. Mais le créole est une langue comme toutes les langues, qui d'ailleurs est une langue qui est au carrefour de plusieurs cultures. Quand on étudie le créole, l'étymologie ou l'origine, on retrouve des structures même grammaticales qui viennent du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'Afrique, de la langue africaine. La structure est africaine, mais les mots sont voilà, des aussi tournures de phrases, des façons, européennes. ça vient de tout. Il y a beaucoup de langues africaines qui sont mais à l'origine. Tu parles, la structure, et quand je dis structure, c'est certaines compositions, ça dépend du créole aussi. Non, les études sur le créole montrent ça, mais oui. les mots, le vocabulaire est très souvent emprunté imprégné, à plusieurs oui. langues. Donc, Voilà. ça arrive que justement le créole soit, alors de moins en moins, mais on a eu une période où le créole était entre guillemets mal vu. Notre émission va commencer à s'approcher de ça. Toi, tu as un problème avec le créole, avec la langue? Non, pas spécialement. En fait, je parle le créole. Avec tes parents Avec aussi? mes parents, oui. Avec les parents? Tu peux le parler avec les parents? Oui. C'est difficile, ça vient moins spontanément. Oui, voilà, des fois ça fait, si le ton monte ou si c'est des trucs, tout de suite ça va être interprété comme une agression, mais ou comme de l'insolence. Donc ça dépend du contexte. Si dans le contexte c'est calme, c'est machin, ça va passer. D'accord. Alors, et toi? Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu m'as dit que tu parles le créole. Moi, je parle le créole tout le temps à la maison. Voilà, ben c'est bien. Donc voilà un petit monsieur qui habite sa culture de manière formidable. Et dans ce que vous mangez, ce que vous aimez, parce que l'émission se termine, qu'est-ce que c'est assez rapidement? C'est local? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, ce que vous aimez. Vous aimez la cuisine du pays, les choses du pays? Parce qu'on dit que les jeunes ne mangent pas les choses du pays, c'est vrai? C'est vrai que moi, j'aime bien Je suis pas d'accord. Tu n'es pas Parce d'accord? que je mange de tout. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai des préférences parce que je mange vraiment de tout en fait. Donc je peux manger aujourd'hui la nourriture, une nourriture qui n'est pas du pays, donc c'est pas un fast-food, quelque chose. Et c'est pas pour dire que je préfère cette nourriture-là. Le lendemain, mes parents vont faire à la maison un tiner lambouri, voilà, ou bien n'importe quel autre repas, un migrant, quelque chose comme ça. Je vais tout autant apprécier que le fast-food de la veille, peut-être même beaucoup plus. En fait, le truc, c'est que faut vraiment diversifier. Plus on va manger de nourriture différente, plus on va apprécier la particularité de chacune. Mais il n'y a pas une dominance de la cuisine du pays chez toi? C'est plus ouvert, ou bien une dominance? En fait, ça... C'est varié. C'est varié, mais on mange beaucoup de nourriture locale, c'est-à-dire que le week-end, tous les samedis chez moi, il y a forcément, que je sois à la maison ou que je ne le sois pas, il y a forcément un tiner lambouri qui est fait à la maison. Parfois, pendant la semaine aussi, on mange du poisson, de la laitue, tous ces mets-là, mais il y a forcément dans la semaine 1, 2 ou 3 fois où on mange vraiment des légumes. Et toi, Maud? Voilà. Ben moi pareil, on mange de tout, plus de local, puisque quand on fait notre repas, c'est ce qu'on fait. Après, il y a de tout. On va être un jour, on va être pressé, on va pas avoir le temps de cuisiner, on va pas être chez soi, bon, on va acheter, etc. Mais c'est plus orienté vers le local et de manière générale, hein, même au niveau de bon, tu es malade, le jardin de mamie, c'est la pharmacie, Rimet Drasier. C'est la paire Rimet Drasier, voilà, et donc c'est pour tout. On a la chance d'avoir tout ce qu'il nous faut, entre guillemets, c'est très varié. Donc après, ça fait pas de mal de découvrir, parce que le côté culinaire fait partie d'une culture, donc autant il est intéressant quand on se connaît bien d'apprendre de l'autre, autant au niveau de la nourriture, de la musique, écouter une petite salsa de temps en temps, un petit autre chose, de la même façon, goûter des mets d'autres pays,
même si dans la majorité, on part de chez nous. Ok. Et toi, Jean-Baptiste? Donc moi, oui, ça c'est varié à la maison. Après, j'ai pris un coup de foie cette année, quand j'étais sur Paris. Donc c'était à la base de kebab, des trucs comme ça. Oui. Mais sinon, j'adore la cuisine d'ici. Franchement, on a une très belle cuisine et je pense qu'on devrait plus ça mettre en valeur. Ah oui, elle est très variée, elle est riche. Elle est riche, elle est bonne aussi. Oui, oui, même je pense que même notre le petit déjeuner, c'est pas des cornflakes, c'est du tinelamo. Oui, oui, non, mais le petit déjeuner chez les aînés était salé. Et le sucré, c'est européen. En tout cas, c'est en Europe que ça s'est développé. Dans nos régions, c'est du salé qu'on mangeait. Et toi, comme tu fais une allergie, tu peux pas tout manger? Je peux pas manger tous les légumes locaux, mais je peux manger quelques-uns. Quelques-uns, par exemple? Je peux manger la patate douce. Oui. Je peux manger l'igname, des fois. Des fois, oui. Des fois, je peux manger un petit morceau de Fruits à pain doux. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je peux manger? Pommes de terre. Et puis voilà. D'accord. On va arrêter l'émission. On avait à parler de l'esthétique aussi. Je voulais vous demander plein d'autres choses. Vous voyez, chers téléspectateurs, comme ça passe vite. Je ne les connaissais pas. Je les ai découverts comme vous. Ils sont passionnants. Ils ont encore beaucoup de choses à dire. Je voulais les faire parler sur bien plus de sujets, mais bon, on ne peut pas tout faire en une émission. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Je leur demande donc de vous saluer. Allez-y, dites un petit mot aux téléspectateurs, un petit au revoir. Et on va se quitter. Bonne soirée à vous. Et puis, comme vous pouvez le voir, on n'est pas tous comme on nous montre forcément ailleurs. Donc, ça va dans les deux sens. Il faut apprendre à se connaître les uns les autres. Voilà, formidable. On dirait merci de nous avoir reçus aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de médias qui ne mettent pas assez en avant la jeunesse. Donc, quand c'est bon, il faut le dire. Donc, merci de nous avoir reçus, de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Et puis merci voilà. d'avoir été là. D'accord. Et toi, Jean-Baptiste? Je vous remercie aussi. Je te remercie, du moins, de nous avoir invités aujourd'hui. Ça nous a permis aussi de nous exprimer. Et puis de porter aussi un message aux téléspectateurs martiniquais, même du monde, je ne sais pas. On espère que ça va passer. On espère que le message va passer, que les jeunes, ils peuvent justement faire avancer le pays. Voilà. Et puis toi, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je te remercie de m'avoir invité à cette émission. C'est gentil, oui. J'ai très aimé. Tu as aimé? Oui. C'est formidable. Et dis au revoir aux téléspectateurs. Au revoir, téléspectateurs. Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités, radio, des cours par correspondance, les cours de sociaux à Paris 8 et puis toi avec le CNED. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Et puis à très bientôt.